Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. C'est une nouveauté sur Radio Ma'arif. On vous donne rendez-vous chaque jeudi pour explorer ensemble un pan de notre passé avec un spécialiste qui viendra nous expliquer tout ça. Je suis aujourd'hui avec Mustafa Kadeli, enseignant universitaire à Rabat et anthropologue de l'histoire. Aujourd'hui, Mustafa Kadeli va nous parler de la guerre de pacification. C'est comme ça que les Français ont appelé, qui a duré plus de 20 ans et qui s'est terminée avec la bataille de Bougafer en 1933. Bataille au cours de laquelle un certain Henri de Bournazel est mort parce que Bournazel, c'est pas seulement un quartier de Casablanca, n'est-ce pas, c'est Mustafa? Moi, les bleds fait il l'appelle Bernanz. Bernanz, la déformation phonétique. C'était un capitaine mort le 28 février 1933 exactement, pendant la bataille de Bougafer. Dont on va parler. Effectivement. Et son père était général, mais il a fait la guerre du Rif aussi. Il a participé à la guerre du Rif. Il était de côté de Taza, exactement, Bouzineb. Il était officier des affaires indigènes 1921-22. Et après, il a fait la région de Haït-Sarouchen, Boulman, Tichoukt. Il a participé également aux batailles de Mef, les années 26-27. Après, Michel Français, il est revenu. Et il a été affecté à la région de Tafilalt. Qui l'a géré? Il était, comment il l'appelait, le Hakem de Rissani. Il se prenait pour le seigneur de Tafilalt. Il surnommait son propre personnage par le seigneur de Tafilalt. Comme il était issu d'une noblesse française, parce que c'était en particulier Henri de l'Espinasse de Bournazel. Les notables français étaient les officiers de l'armée française au Maroc. Et on ne pouvait pas rentrer à Saint-Cyr et être officier sans être issu d'une grande famille, etc. D'accord. On va rappeler la situation. Donc le Maroc, le protectorat est signé en 1912. 30 mars 1912. Rapidement, les Français prennent le contrôle des plaines. Et ça coince un petit peu sur les montagnes. Les montagnes et les déserts. Voilà. Et donc ça va donner lieu à ce qu'ils ont appelé la guerre de pacification, c'est-à-dire faire entrer par la force la puissance française dans les zones insoumises. Absolument, la guerre de conquête, c'est-à-dire si on veut se repérer par rapport à la Première Guerre mondiale, à la veille de la Première Guerre mondiale qui démarre en août 1914, l'IOT avait réussi à occuper Taza pour faire la jonction, ce qu'ils appellent le Maroc oriental et occidental, vers l'Algérie et vers l'Atlantique. C'était en mai 1914 et le deuxième point très important pour lui qu'il avait occupé à l'époque, c'était Khnifra en juin 1914. Donc ça allait assez vite, donc 2 ans après la signature. 2 ans après la signature. Mais la Khnifra Taza, c'est-à-dire on est les marches de l'Atlas. Et la première guerre se déclenche, donc là il stoppe. Il garde les positions. La France lui demande d'évacuer, de se replier sur la côte. C'est exactement le terme qu'on lui avait dit. Il a dit non, je garde la langouste et je vide la carapace. Parce qu'ils avaient besoin de militaires, donc il a vidé les casernes, mais il a gardé ses positions. Ils avaient besoin de militaires pour la guerre en Europe. D'accord. Donc de 14 à 18, il n'y a pas beaucoup de progression. Ils sont occupés par Verdun et compagnie. Oui. Mais on a Oujda, Taza, Khnifra. Entre Khnifra et Marrakech, ce n'est pas encore occupé. Et Marrakech elle-même vers la côte vers Souera. Voilà un petit peu ce qu'ils dominaient à l'époque. En 17-18, la fin de la Première Guerre mondiale, c'est les seules positions qu'ils occupaient, à peu près. La langouste se réinstalle dans sa carapace. Eh oui, c'est les fameuses formules de l'IOT. Il était connu pour ses formules. D'accord, et à ce moment-là, ils vont partir à la conquête des tribus insoumises. On va les appeler comme ça. Disons que c'est une guerre d'usure, une très longue guerre. D'abord, ça repose sur des techniques, comme il disait à l'époque, la terre brûlait un petit peu. Mais le principe, c'est de ne pas laisser les tribus nomadiser de la haute montagne vers la plaine. Et c'est une sorte de, comment dirais-je, de blocage des fois, parce que les gens de l'Atlas, ils étaient des tribus pastorales. Et en hiver, ils avaient besoin de descendre sur la plaine. Mais sauf avec l'occupation des points de passage, donc les tribus étaient coincées en haute montagne et on peut imaginer la catastrophe naturelle, parce qu'avec les troupeaux, la neige, etc., c'était pas facile de survivre. Et malgré cela, ils ont mené la guerre de résistance et dans différentes régions. De toute façon, ça se termine dans le Rif en 1927, ça se termine dans le Moyen Atlas en 1932
Ça se termine dans le Haut Atlas oriental, côté Bougafer et côté Beddou, les deux montagnes limitrophes de Tafilelt en 1933, et l'anti-Atlas 1934, exactement mars 34. Officiellement, pour la France, la fin de la guerre du Maroc se termine le 30 mars 1934 par l'entrée des troupes françaises à Tindouf, officiellement. D'accord, donc de 1912 à 34. 12 à 34. C'est quelque chose dont on ne connaît pas, c'est un épisode qu'on ne connaît pas très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi consistaient ces batailles? Il y avait, de façon assez évidente, une disproportion entre les moyens de l'armée française d'un côté, moderne, et les moyens des résistants, des tribus. Alors, si ça se termine dans le nord en 27 avec Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, mais ça ne se termine pas avec le Khattabi parce que côté ouest, côté Jbala, Chawan, etc., il y avait un de lieutenant de Khattabi qui s'appelait Khalilou qui a tenu le coup jusqu'à 27. Le Khattabi s'est rendu à l'armée française fin mai 1926. Ça, c'est d'un côté. Mais quand on évoque ces histoires de résistance, on évoque quelques personnages qui étaient derrière cette résistance, des chefs de guerre, si on peut dire. On connaît Khattabi, Mohamed Zayani, mais entre les deux, il y en a plein. Il y a le Hajjami, côté Jbala, il y a Sidi Rho, côté Bouiblan, qui s'est soumis en juillet 1926. Bouiblan, c'est dans la région de Taza, pas loin, entre Boulman et Taza. Il y a Saïd Mohamed, de Aït Roshen, côté Tishouk, 1926. Je donnerai des bribes des personnages qui se sont illustrés. Il y a Bni Waraïn Mohamed de Hmo. Ensuite, on descend vers le sud. On a Mohamed Zayani qui meurt en mars 1921. Bon, ses enfants se sont soumis à la France, mais un autre personnage a continué la résistance jusqu'en 1932, c'est Amhaouch. C'est le Mekki Amhaouch. Son père est mort en 1918, Sidi Ali, et il l'a remplacé à la tête de la résistance. Et ensuite, on a Sidi Hassan Tmga, côté Haut Atlas central, Zawita Hansal, lui aussi, 1933. Assou Baslam, de Aït Atta, qui est connu par la bataille de Bougafer. On a Zayd Skunti, la bataille de Beddou. Bougafer, c'était mars 1933. La bataille de Beddou, c'était août 1933. C'est Zayd Skunti qui a été défait également, mais qui a, résisté très longtemps. Mais comment ces noms donc de chefs de guerre, comment tu décrirais aux gens ces personnages, leur technique de combat, d'où tiraient-ils leur pouvoir, leur légitimité? C'était comment on peut parler de ces chefs de guerre? C'est comme ça se passait dans le temps, c'est-à-dire on faisait l'élection de ce qu'on appelle l'amrar de guerre. L'amrar de guerre, c'est le chef de guerre. C'est-à-dire c'est pas forcément l'amrar, ou l'amqran, ou le shir, ou le chef. C'était pas des chefs, c'est des chefs de l'exécutif. Donc c'est des gens élus et qui sont choisis par leader pour diriger les combats. C'est des amrars de guerre. C'est le cas de Assou Baslam, d'ailleurs après la soumission. Les Français lui ont demandé d'être un qaïd, il a refusé, il était Amrar Imrar, il n'avait jamais de titre de qaïd. Amrar Imrar, le chef des chefs ou le shir des shirs. C'est-à-dire Amrar Noufilla, Cheikh al-Fouqani exactement, on peut traduire. Chef suprême. Chef suprême. Et c'est ainsi jusqu'à l'anti-Atlas. En termes de technique de combat, déjà les armes, ils étaient prélevés sur l'ennemi ou bien ils avaient d'autres façons de... Les deux. Au début, c'est Bouhba, le truc traditionnel, Bouchfar, avec plein de variantes. Mais ensuite, ils se sont servis auprès de l'ennemi. Puis il y avait un trafic également. Ça circulait. Il y avait des commerces d'armes. Ça circulait de part et d'autre. Mais surtout, c'est pris sur l'ennemi. D'ailleurs, ils ont surnommé les armes modernes par des termes locaux. Par exemple, la mitrailleuse, on l'appelait le Mahboula. Pourquoi le Mahboula? Parce que le Mahboula, c'est-à-dire il ne s'arrête pas. Ce que les soldats... Les Français appelaient la mitrailleuse le moulin à café. Donc chacun surnomme des instruments modernes et c'est comme ça que les choses ont fonctionné. Ces tribus menées par ces chefs qui résistaient à la colonisation française, quel était leur rapport avec le Maroc des plaines qui lui avait accepté la position française? Le Maroc des plaines n'a pas accepté, elle a résisté également. Bon, je veux dire, Casa Chaouia 1907, bien avant 1912, il y avait des batailles. Il
y avait énormément de batailles. Il y avait un chef de guerre qui s'appelle Bouazaoui, qui était le fondateur de la Zawiya al-Bouazaouia d'ailleurs. C'est lui qui menait la bataille côté Chaouia, sans succès, pour la simple raison que dans les plaines, c'était très facile pour une armée moderne de maîtriser l'espace. De maîtriser l'espace par les canons. C'est-à-dire il n'y avait même pas de face-à-face. Puisque le canon faisait le boulot à 10 km ou à 20 km de distance. Ils n'avaient même pas la possibilité de s'affronter d'homme à homme, comme on disait à l'époque. Oui, c'est-à-dire qu'à distance, on pouvait dominer l'ennemi. L'ennemi, absolument. C'est ce qui s'est passé dans toute la Chaouia des plaines. C'est des boîtements de Marrakech pareil, ça a été réglé par les canons, à distance. Et en montagne, ça coince. Ça coince. En montagne, la montagne, c'est pour ça que la géographie joue énormément, que ce soit la montagne et le désert. Si les hauteurs, dès que quelqu'un contrôle les hauteurs, il peut dominer en aval. Sauf que les Français avaient l'aviation. Il y a beaucoup de témoignages de résistants qui ont vu pour la première fois des avions quand ils leur ont lancé des bombes sur leur tête. C'est au Maroc que l'aviation militaire a commencé sa carrière, dans la région de Tadla, en mars 1913. C'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, c'est au Maroc qu'on teste l'aviation militaire, et c'est ici que ce machin, l'oiseau de feu, comme disait le poète, Agdin Wafa, avait fait ses preuves. Et après, ça s'est développé pendant la Première Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, ils ont amené pas mal d'avions qu'ils ont utilisés à Tova avec plein de méthodes et de techniques de bombardement. Les souks, les rassemblements. Dès qu'ils reçoivent un renseignement, c'est un rassemblement de souks, d'échanges, etc., bombardement. Et on a plein surtout dans le Moyen Atlas, dans l'Anti-Atlas également, plein de points où la mémoire encore évoque les lieux des bombardements. Des bombardements par aviation. D'accord, alors on revient à ce Bournazel, Henri de Bournazel, donc il s'illustre dans ses batailles de montagne, c'est ça ? Oui. Et il se crée un mythe. J'ai sous les yeux des bandes dessinées consacrées à Bournazel, le Cavalier Rouge, sous-titré La vie exaltante de l'héroïque officier de Spahi et sa légendaire veste rouge. Alors ce mythe-là, on raconte qu'il chantait pour monter au combat, qu'il avait une espèce de baraka qui faisait que les balles s'écartaient à son passage. Cette mythologie, est-ce que tu peux nous en parler ? C'est connu par Bofista Hamra. Au fait, c'était l'idéal type de ce qu'on appelait en France le Titi ou le dandy parisien. Dandy, ouais. Dandy. Beau gosse, fils de général. Qui va à l'aventure chez les indigènes. Comme il disait à l'époque, etc. Qui chantait, oui, qui montrait beaucoup de courage. Il avait du cran, paraît-il, il avait du cran. Mais ce qui est mystérieux, extraordinaire dans cette histoire, c'est que la mémoire orale, j'ai moi-même recueilli des témoignages oraux de personnages qui parlent de Bernans, Bofista Hamra, et quelqu'un qui me donne même l'heure exacte de sa mort et le lieu exact de sa mort au niveau Bougafer. On va venir à sa mort, on va parler de Bougafer, mais si on reste sur la mythologie de ce personnage, c'était aussi l'époque où en France on voyait les colonies à conquérir comme une sorte d'espace naturel pour tous les hommes courageux. Le Far West, voilà, c'était un peu le Far West de l'Europe, quoi. Bien sûr. Et ces légendes quand même apparaissent à un moment donné en France, c'est sous l'occupation allemande. C'est là qu'on recrée les héros, c'est-à-dire avec la défaite en France, on crée les héros et on voit la bande dessinée consacrée à Henri de l'Espinasse de Bournazel, il date de 41. Donc c'est la défaite contre les nazis et c'est le moment où on reconstruit des héros outre-Méditerranée. Voilà, pour montrer que nous avons un empire et que nous sommes des courageux, nous avons des héros, etc. etc. D'ailleurs, je ne sais pas exactement à quelle date on a créé cette caserne, parce qu'à l'origine, Bournazel de Casablanca, c'est une caserne militaire. Du Goumier. Je ne sais pas exactement en quelle année on l'avait créé. Et puis le quartier s'est développé autour de la caserne. Voilà. Donc officiellement aujourd'hui, il n'y a plus de quartier Bournazel dans les papiers administratifs à Casablanca. D'accord. Alors on parle de cette bataille de Bougafer qui a marqué la fin plus ou moins de la guerre de pacification. Oui. Donc on est en 1933. On est en 1933. Le problème n'est pas que marocain, n'est pas que entre l'armée française et les Marocains, parce qu'il y avait le Hitler qui est monté en Europe, en Allemagne. Alors comment il s'inscrit là-dedans, Hitler ? Je ne m'attendais pas à le voir surgir dans ce podcast. Eh bien justement parce que Hitler commençait ses menaces, et les Français, Paris, demandaient à l'armée française de finir, parce que officiellement pour la France et les Français, avec la fin de Abdelkrim, la guerre du Maroc est finie. Et puis, chaque année, on leur a inventé des mensonges de rabbin, on leur a dit des tâches de la tâche de Taza, la tâche de Bougafer, on a encore des tâches qu'il faut nettoyer.
Et c'est le langage qu'on utilisait entre 26 et 33. Chaque année, on suppliait le Parlement de voter les budgets. On a encore des tâches. Alors, bon, au début, mais là, avec la montée du nazisme, l'état-major à Paris demande à l'état-major d'en finir, quitte à laisser les dernières tâches de les laisser. Et Rabat répondait, si on les laisse, c'est la fin, parce que la rébellion va remonter vers le nord. Et donc, il fallait absolument en finir, quel que soit le résultat. Donc, il y avait une pression de Paris sur Rabat d'en finir avec la guerre du Maroc pour envoyer les soldats en Europe. Il y a un danger qui se dessine au niveau de la géopolitique européenne. Et donc, du coup, c'est pour ça que cette pression a été faite. Vous savez, il y a trois généraux étaient impliqués dans cette histoire de Bougafel et de toute la région de toute façon. Le général Giraud, le premier président de la France libre avant De Gaulle. C'est à Bougafel, c'est au Maroc qu'il a fait sa carrière. Il est venu capitaine, il a fini général. D'accord. Le général Katrou. Général Katrou était le chef de la région de Marrakech. Elle a fait également la bataille de Bougafel. C'est lui qui était chargé des colonies avec De Gaulle. Et le général de Rabat, le général Huré, était obligé d'aller sur place pour faire l'arbitrage et diriger lui-même les opérations parce que les deux généraux qui étaient sur place étaient en compétition en quelque sorte et chacun cherchait à tirer la couverture vers lui pour la gloire comme il disait. Et même le résident général de Saint-Saëns s'est pointé là-bas sur place, on a des photos. Alors déjà, Bougafel, on arrive à Bougafel 1933. Sagro. On peut le situer à côté de Tinrir, c'est ça? Ça fait partie de la province de Tinrir, c'est le nord de l'anti-Atlas. Et au fait, là-bas se sont retrouvés tous les gens qui se sont enfuis avec l'avancée des troupes françaises. C'est-à-dire quand les dans les hauteurs. Quand les Français occupent Rissani, Golmima en janvier 1932, il y a certains qui restent et la majorité s'échappait. Donc montaient vers la montagne. Et c'est ainsi qu'une force est venue du côté de Ouarzazate, une force arrive du côté de Rachidia et ils les ont mis un peu en tenaille. C'est pour ça que tout le monde s'est retrouvé dos à dos. Alors d'un côté l'armée française et également ce qu'ils appelaient les supplétifs marocains, c'est ça? C'est ça. Voilà, tu m'as raconté un petit peu comment les tribus, après leur soumission, on leur demandait de faire leurs preuves en prenant les premières lignes dans la bataille des tribus qui n'étaient pas soumises. Alors, il y avait les Français de l'armée française, c'est l'armée régulière. Il y avait la Légion étrangère qui fait partie de l'armée française. Il y avait les goumiers qui sont des Marocains, des supplétifs marocains, mais qui ne sont pas reconnus comme des militaires à part entière. C'est comme des espèces de mercenaires. Ce sont eux qui nous ont donné les fameux tabords de la Deuxième Guerre mondiale. Premier, deuxième, troisième, quatrième tabord. C'était pas considéré comme des soldats réguliers, parce qu'ils étaient habillés à la marocaine, en djellaba, Michelin, etc. Donc, et puis, il y a ce qu'ils appellent les moukhazni. On a toujours ça. C'était également des Marocains qui n'étaient pas des réguliers de l'armée française. Ça, c'est le côté armé. Plus les tribus, les supplétifs, c'est-à-dire le hiyaha. Quelque part, on amenait les tribus. Chaque tribu qui se soumet est obligée de passer devant le lendemain pour montrer des gages de sa soumission et de son attachement à la France, comme ils disaient. Ils n'avaient pas le choix. Donc, ils les mettaient à l'avant. Et c'est comme ça qu'on faisait du nombre. Dans le cas de Bougafel... Ça fait combien de personnes en tout ça? Pour le cas de Bougafel, il doit y avoir au moins... Chaque colonne mobile était composée en moyenne de 20 000 soldats. Donc, on avait 2 colonnes mobiles de Giraud et de Katrou, ça fait 40 000. Et ils ont fait une tactique d'encerclement par 3 Donc, on parle de 40 000 soldats français? Minimum. Sans parler des supplétifs et les moukhazni et tout ça. Et en face, il y a combien de Haïtrata? Finalement, ils étaient déçus à la fin, parce que quand ils ont vu le nombre de résistants qu'il y avait, ça ne dépassait pas les 500 hommes armés. Mais tout le monde était, je veux dire, les gens se sont réfugiés à Bougafel en famille, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les hommes, le cheptel, les animaux et tout. Donc si on ramasse tous les femmes, les enfants, les vieillards... ça faire 5 000, 6 000 personnes. Contre 40 000. Contre 40 000. On peut parler de guerre asymétrique. Plus que ça, peut-être. C'est le massacre. C'est le massacre. Elle a duré combien de temps, cette bataille? Un mois. Un mois d'encerclement. Les Français avaient l'aviation, les canons à longue portée, 75 mm, 65 mm, et bien sûr l'infanterie et tout ce qui va avec. Les résistants avaient le matériel de bord, les bouche-phares et tout ça. On a des photos où Assoub Aslam tient une sorte de fusil à l'ancienne. Je veux dire, c'est pas très efficace. Il est efficace à courte distance, mais pas à longue distance. Donc comment tu résistes à 500 contre 40 000 un mois?
Ah ben c'est tout le mystère, mais c'est la géographie également qui explique cela, parce que le Bougafer, les gens se sont incrustés dans des espèces de cavernes et ce qu'ils appellent les cheminées, c'est-à-dire même des rochers. Quand il y a une falaise ou un rocher avec une fissure, on a toujours quelqu'un caché là-dedans. Même l'aviation n'arrivait pas à mettre un terme à cela. C'est pour ça que, à un moment donné, avec la quantité de bombardements par les airs, par les avions le jour et les canons la nuit, ils n'ont pas réussi à déloger un grand monde. Et bien sûr, ils bombardaient les sources d'eau. Donc, ils attendaient que les femmes allaient puiser l'eau, ils les bombardaient également. C'est-à-dire à un moment. Donc, on parle de bombardement aérien, de tir de canon. Et d'attaque terrestre également. Effectivement. Au cours d'une desquelles c'est là que c'est lors d'une attaque, parce que la légende de Bournazel, c'était tout le temps, il avait la veste rouge, Bofista Hamra, et paraît-il, pour la légende, ça agrémente la légende, ce jour-là, son général Giraud lui a ordonné d'enlever sa veste rouge parce qu'elle était trop visible. Il doit se mettre le baraka. Le hasard a mis sur mon chemin le fils de l'adjudant français qui était avec Bournazel. J'ai son témoignage oral, il a assisté à sa mort. Alors tout ce qu'on raconte sur les livres, il faut. On a Dr Vial, on a plein sur la mort, etc. Héroïque, il est tombé blessé, les légionnaires l'entraînaient, et puis il a dit au Toubib, je vais mourir, il a dit mon âme pour Dieu, comment il avait dit, mon âme pour Dieu et la gloire pour moi. Soi-disant, il a prononcé les derniers mots. Absolument pas. L'adjudant français qui était avec lui, j'ai son témoignage oral par sa propre bouche que son fils m'a transmise. Et il a dit, il est mort sur place. Il a reçu une première blessure au début. Il va vers lui, il veut le panser, etc. Et puis, il reçoit une deuxième balle et c'est là qu'il l'a achevé sur place. Donc, il est mort sur place. Lors d'une attaque frontale, les résistants étaient au-dessus. Eux, ils venaient d'en bas, donc ils montaient une sorte de pente, et bien sûr, ceux qui étaient en haut, ils avaient l'avantage du terrain, donc ils contrôlaient le terrain par le haut. Et ces attaques frontales vont se casser les dents sur les résistants de Bougafer pendant des jours et des jours, puisque... Oui, pendant un mois. Disons, les 15 premiers jours, c'était que des bombardements à distance. Et après, on commence à donner, ils demandaient aux fantassins une attaque frontale. Des offensives. Ouais, des offensives. Mais il n'y avait que l'officier qui est français, un capitaine, un adjoint, en général un adjudant, mais le reste, c'est des gommiers marocains. Je veux dire, Bournazel est mort à la tête de gommiers marocains, ce n'étaient pas des soldats français. Et quels étaient les rapports entre les gommiers marocains qui étaient du côté des Français et les résistants du côté d'Aïtrata? Comment ça se passait? Il n'y avait pas de rapport. Les gommiers, c'était des talmacheux, des soldats engagés qui gagnaient le gamila, comme on disait, à l'ashgajina, le soba ou le gamila. Donc les gens mangeaient, ils étaient fidèles. Et surtout pas d'accroche, parce que, comme disait quelqu'un d'Aïtrata oralement, il dit Bournazel était toujours derrière, il dit Titmout, tarja tmout. C'est-à-dire, si tu recules, ton capitaine ou ton adjudant, tu tires dessus. Donc tu n'as pas le choix. Et puis surtout, dans un engagement, dans une bataille, ça devient quelque chose d'humain, c'est-à-dire on se défend soi-même. La survie. La survie. Donc on se défend soi-même. Est-ce qu'on peut parler un moment de Assoub Slam, c'est comme ça qu'il faut le dire? Assoub Slam. Oui, qui donc était à la tête des Aïtata. Absolument. Avec d'autres, il est issu d'une branche tribale qui s'appelle Imelshan. Sa maison existe toujours à Tarian Imelshan. Il existe encore à une vingtaine de kilomètres de Tinrir, qui était commerçant auparavant, dans sa vie normale. C'était même pas un pasteur ou un nomade, etc. C'était un commerçant, une grande famille. Et puis, avec les rescapés des différentes batailles, parce que Aïtata, c'est une tribu très grande, qui occupe tout le sud-est marocain, jusqu'à même, il y en a en Algérie, des Aïtata, de l'autre côté de la frontière. Mais si on prend par exemple du côté de Rachidia, Tinrir, Boumel, pratiquement jusqu'à Ouarzazate, Zagoura, Tagounit, pratiquement jusqu'à ce qu'on appelle Mohamed Ghazlan, tout ce que les confins avec l'Algérie, tout ça c'est un espace des Aïtata. Ils habitent les oasis et le désert, et ils nomadisent, d'habitude, vers le nord de l'Atlas jusqu'à la région d'Azilal. C'est des droits historiques, ça fait 4 siècles, il y a des documents et tout ça. C'est-à-dire ils avaient un système de fonctionnement qui allait avec l'élevage. Vous savez, l'élevage c'était le pétrole du Maroc, ça nous a donné, c'est un terme qu'on appelle aujourd'hui maroquinerie, qui est basé sur les peaux qui viennent du Maroc
Et voilà pourquoi on appelle... Non, il y a un rapport entre la maroquinerie et le Maroc. Absolument, c'est l'origine. La découverte de la journée. La maroquinerie est en relation avec le Maroc parce que les pots du Maroc avaient... ça donne le Marocain. Le Marocain avec un culant. Recevoir un Marocain, c'est-à-dire être nommé ministre. La feuille de nomination, on la met dans ce dossier pliable, avec un cuir très, très, très doux. Et donc, c'est l'origine du mot par rapport aux pots qui viennent du Maroc, surtout par rapport à la technique de tannerie, des produits utilisés, et la qualité des pots, etc., etc. Je veux dire. Ça, c'est un bonus dans le podcast Histoire. C'est vocabulaire / sciences naturelles et traitement des matériaux vivants. Bah, c'est oui. ça, voilà. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du bilan en termes de victimes de cette bataille de Bougafer d'un côté ou de l'autre? Je sais que du côté des supplétifs, on comptait pas les morts. Exactement. Côté français, on diffusait pas l'information. Côté français, j'ai le témoignage de ce soldat français. Il parle de 1800 morts côté français. 1800 morts. Moi, en général, pour calculer, je multiplie par 10 minimum. Ah bon? Ouais. Ah oui, l'avion et le canon, ça fait des dégâts. Hein. Je veux dire, quand c'est face à face, bon, à la limite, on peut dire c'est l'égalité. Mais quand l'avion bombarde, combien ça tue? Quand un canon bombarde, combien ça tue? Officiellement, les Français déclarent la mort de 40 000 soldats dans la guerre du Maroc. Et la guerre du Maroc commence quand même à peu près pour eux 1900-1903, hein, depuis le début de la progression à partir de l'Algérie jusqu'en 1934. Si on multiplie par 10, minimum, ça nous donne 400 000. Mais on était combien? 4 millions à peine. 5 millions, maximum. D'accord. Et la fin de la bataille de Bougafer, c'est une reddition? Non. Non. Ah, officiellement, l'armée française déclare que la bataille de Bougafer se termine par ni gagnant ni perdant. Ils ont négocié un traité écrit noir sur blanc avec 10 conditions. Ah bon? Est-ce qu'on peut les connaître? Je peux en donner quelques-unes dont je me souviens. Par exemple, qu'ils ne veulent pas de qaïd. Ils ne veulent pas de qaïd. Ils ne veulent pas du glaoui. C'est pour ça que Soubaslam devient un Mgharnou Fillah, c'est-à-dire il n'a pas de titre de qaïd. Que tous les Zaït Atta doivent être soumis à la loi des Zaït Atta. Une sorte d'autonomie, quoi. Une sorte d'autonomie, absolument. C'était la fameuse coutume qu'on dénigre aujourd'hui. Les gens se sont battus, même dans la défaite, ils défendaient l'idée d'être régis par leurs propres coutumes. Et les Zaït Atta, quel que soit le lieu où ils habitent, dans la cartographie de l'époque, doivent être soumis. Et ils ont eu un tribunal d'appel des Aït Atta, spécial pour les Aït Atta, qui n'applique que la dite coutume en français, parce que le mot coutume en français est mauvais. Moi, c'est de la loi c'est le droit positif. C'est des gens qui se sont réunis, on a plein de documents qui mettent noir sur blanc les lois à laquelle ils doivent se soumettre. Et les Aït Atta ont insisté sur ce point-là. On est en 1933, mais les tribus insistaient beaucoup sur le respect de leurs coutumes, sans exception. Il y a d'autres conditions dans les 10 Nos femmes ne doivent pas vous chanter lors de réceptions officielles. C'est pour ça qu'on ne connaît pas au Haïdous Daït Atta, on ne le connaît pas au Maroc aujourd'hui, parce que depuis, ils ont obtenu ce droit de ne pas venir, parce qu'ils ont vu, quand les Français arrivent, le glaoui, etc., on a vu les femmes chanter, etc., ils ont obtenu, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent. C'est pour ça qu'on ne les voit pas dans les festivals, alors qu'ils ont l'un des Haïdous les plus beaux et les plus majestueux. Donc dans les négociations, il y a eu des points musicaux. Ah oui, bien sûr, on vous danse pas. On danse pour nous, parce que c'est ça aussi, la danse, c'est pour soi. Mais quand il y avait des délégations officielles à l'époque, on amenait beaucoup de monde pour faire les haies. On passe toute la journée en attendant que quelqu'un allait passer dans le chaud, dans le froid, sans eau, sans manger, sans etc. Ils ont obtenu le droit des chefs de garder les armes. Ça aussi, c'est parmi les points négociés. Les chefs, on doit garder nos armes. Ils les ont gardées. Mais ni gagnant ni perdant. Je veux dire, une petite tribu, les rescapés d'une tribu qui arrivent à mettre la pression sur l'armée française ou le faire accepter, parce que c'est pour ça que j'évoquais Hitler, il voulait absolument en finir, donc ils ont accéléré les choses et en finir. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser en voyant les forces en présence, ils n'étaient pas en position de force par rapport à la pression politique qu'ils avaient de Paris, c'est ça? Oui, aussi, mais surtout le terrain. Il faut visiter Bougafer. Il y a encore les traces de la guerre, ils sont là. Moi, je trouve encore Alors, pour le verre, les bouteilles vides cassées, à gogo, il n'y a que ça. Ça donne la preuve que l'armée carburait au vin. On leur donnait beaucoup de vin pour tuer la peur. Et partout, dans tous les lieux de bataille que j'ai visités, je trouve les traces de verre, mais à gogo, c'est plus que normal. Il y a autant de cailloux que de verre cassés.
Les balles vides, on en trouve. Les balles qui sont encore pleines, surtout les bombes des avions qui n'ont pas explosé, ils existent toujours là-bas. De temps en temps, les gars, ils tombent sur du truc et les photographies, les balancent sur Internet. En face, les Hayt Ratta, pour donner du courage, ils prenaient quoi? Qu'est-ce qu'elles pouvaient prendre à l'époque? Tu sais, à l'époque, pendant la bataille, même allumer un feu peut être fatal. Donc même le feu, des fois, à un moment donné, ils n'arrivaient plus à le... Donc quoi Zmeta, quelque chose qu'on mélange avec de l'eau sans le faire cuire. J'ai le témoignage d'une dame qui est toujours vivante, qui appartient à la famille des Hayt Baslam, et qui me racontait qu'il avait 7-8 ans. Il était dans la grotte occupée par Assou Baslam. Et il m'a dit au début, la grotte était pleine de nourriture. Bon, les dattes, hein, les figues sèches, les légumes séchés, de la farine, zmeta, et le kfen. Il m'a dit, même le kfen, il l'avait pris. Il m'a dit, mais à la fin, tout ça s'est épuisé. Et il n'y avait plus de ressources à manger. Je veux dire, la question de la défaite, ils étaient à 24 heures à 48 heures de la défaite au moment où on a envoyé les émissaires pour négocier. Mais au début, plein d'émissaires ont été soit tués, soit la légende raconte que Soubaslam reçoit une lettre, etc. dans mon soumission. Il lui dit à celui qui a écrit cette lettre de venir lui-même prendre la réponse. Je vais hésiter dans ce qu'ils appelaient les Français la réponse insolente. Il ne voulait même pas discuter. Mais avec l'épuisement des ressources de bouffe, les dégâts, le nombre de morts, j'ai posé la question, mais comment vous faites pour les morts? Il me dit, j'ai oublié. Mais tu sais, à un moment donné, les morts sont plus nombreux que les vivants. Donc les vivants n'arrivent plus à enterrer les morts. Comment enterrer les morts dans un moment, dans un lieu de guerre? C'est des choses dont on peut parler, mais pour les sentir, pour les vivre, pour imaginer comment l'humain arrive à survivre dans des conditions et dans des circonstances particulières. Et surtout quand ils étaient là-bas en hiver, janvier, février, mars. Il fait très froid. Il fait très froid. Alors j'imagine que dans ces combats terrestres, il y avait fatalement des prisonniers des deux côtés. Est-ce qu'on a une idée sur le sort qui leur était réservé d'un côté ou de l'autre d'ailleurs? Là, surtout pas. Côté français, surtout pas ne pas tomber prisonnier. Ça, c'est partout au Maroc. Hein, je veux dire, toutes les batailles, mais celle de Bougafer, celle de Tazgzaout, celle de Badou, etc. La consigne est surtout pas tomber prisonnier parce que c'est un travail de femme. Et les femmes, quand elles chopent un prisonnier, la torture, elles l'envoient de toutes les couleurs. Donc, du coup, vaut mieux mourir que de tomber prisonnier parce que, vous savez, quand on dit la résistance, elle est en famille. Les hommes, les femmes, les enfants, même les enfants ont tiré avec des pierres. Il y a les Français qui disent, oui, mais les enfants ne jetaient des pierres. Mais qu'est-ce que tu es allé voir là-bas? Pourquoi tu es allé voilà, les enfants, les femmes, les hommes, etc. Donc les femmes, c'est la logistique. Et cette histoire de prisonniers. Qu'est-ce qui reste de la mémoire collective de la région, de cette bataille? J'ai écouté une chanson d'un artiste qui s'appelle Amazir Ayour qui raconte cette bataille. Est-ce qu'elle est encore évoquée dans la mémoire collective? Est-ce qu'il y a des œuvres qui retracent l'héroïsme un petit peu de ces gens, quoi? Très vivante au niveau de la mémoire orale parce que toute la région, chacun a un membre de la famille, soit qui est mort là-bas, soit qui est revenu, les rescapés. Et très vivante au niveau de la poésie, de la mémoire orale, les stèles, les casernes. Il y a plein de stèles qui commémorent malheureusement beaucoup de stèles que l'armée a construites pour... Quelle armée? L'armée française. C'est l'armée française qui commémore ces morts. Pour le côté français, l'armée française a laissé au Maroc 116 stèles exactement. Aujourd'hui, il y en a une dizaine encore qui sont debout. La majorité a disparu de la scène. Comme si on veut oublier la mémoire. Mais côté mémoire orale, mémoire sociale de cette région, la bataille de Bougafer est toujours vivante. Les poèmes qui évoquent cette catastrophe épopée est toujours vivante également. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas disparu de la mémoire locale, loin de là. Au contraire. Les jeunes aujourd'hui reprennent même des morceaux, ils chantent un petit peu cette épopée également. السقيضي ولا يوسان اويتين وينا يزريني طفنتي عزتين تيتي السقيضي ولا يوسان دقرن البان رجي السيون الوداد كان انظروا تلالي جودنا غن الناسيال
Merci beaucoup, Mustafa. Merci à vous. C'était très intéressant. Et abonnez-vous à nos podcasts, vous en saurez beaucoup plus sur tout ce qui nous intéresse. Merci à vous et à la prochaine. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.